Par contre, évidemment, parler du partage des richesses, c'est faire de la politique. Et quand vous avez les dirigeants que nous avons actuellement, c'est un problème, puisque c'est des gens qui ont été élus sur le fait de dire qu'ils ne faisaient pas de politique. Donc là, effectivement, là, ça coince. Mais, et donc, par exemple, il y a une mesure qu'il faudrait prendre aujourd'hui qui serait d'augmenter le SMIC. C'est comme ça, je ne sais pas si vous en rappelez, en 68, une des sorties de la crise de 68, ça a été justement une forte augmentation du SMIC. Alors, comme économiste à peu près raisonnable, je sais qu'augmenter le SMIC, ça pose des problèmes. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises, des petites entreprises, pour qui c'est une augmentation des charges. Il y a des entreprises qui sont prises dans la concurrence internationale, pour qui c'est compliqué d'augmenter le SMIC, etc. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il faut augmenter le SMIC et les bas salaires. Il faut le faire pour des raisons politiques et économiques. Et ensuite, il faut trouver, effectivement, les moyens, éventuellement, de s'adapter à cette augmentation par des mesures économiques, par des mesures d'organisation du travail, en réfléchissant. Il faut faire, mais il faut le faire. Simplement, dans le logiciel, alors là, j'espère me tromper, mais dans le logiciel d'Édouard Philippe ou d'Emmanuel Macron, augmenter le SMIC, c'est à peu près aussi raisonnable que de lâcher une bombe atomique sur Paris. Si vous voulez, c'est-à-dire qu'ils sont de tellement mauvais économistes, et ils ne le savent tellement pas, qu'ils pensent que ça serait ruiner l'économie française que d'augmenter le SMIC. Donc pour eux, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc c'est ça le problème. Ensuite, il y a plein de mesures très social-démocrates qu'on pourrait prendre en France. Et donc je dis ça parce que j'essaie de me placer du point de vue de nos dirigeants actuels. Par exemple, il y a une chose étonnante, c'est que le pouvoir n'est pas partagé dans les entreprises. Et c'est quelque chose dont on ne parle jamais. Alors si vous avez suivi ce débat hyper technique, on en a un petit peu parlé avec la loi Pacte, avec l'idée qu'il y aurait plus de salariés élus dans les conseils d'administration des entreprises. Mais évidemment, comme toujours, quand il y a une bonne idée, on ne la garde surtout pas. Et donc, Bruno Le Maire a renoncé à cette idée-là. Et c'était assez drôle, il y avait une interview dans le journal, le quotidien communiste Les Échos, qui lui disait « Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'il y ait une représentation à égalité des salariés et des actionnaires dans les entreprises en France, comme ça existe en Allemagne ?» Et là, il répond « Ah ben, ça, c'est des institutions qui peuvent correspondre à la situation allemande, mais ça n'est pas adapté à notre culture nationale ou je ne sais pas quel pipeau. » Par contre, le fait que les Allemands aient massacré leurs salariés depuis les réformes du social-démocrate Gerhard Schröder au début des années 2000 et que vous ayez un taux de pauvreté hallucinant en Allemagne, ça par contre c'est quelque chose qu'on essaye de faire et d'ailleurs qu'on arrive assez bien à faire. Donc ce qu'ils font de pire on peut le faire, mais par contre ce qu'ils font d'intéressant on ne va surtout pas le faire. Et pourtant, démocratiser les entreprises, ça serait quand même une avancée logique des droits sociaux parce que le problème c'est que moi dans mon administration en tant que fonctionnaire, ou les gens qui travaillent dans une entreprise privée, sur notre lieu de travail, on est des enfants. On est des enfants. C'est-à-dire qu'il y a un supérieur hiérarchique qui décide pour nous, et on n'a pas de droit de discussion, de participation au pouvoir. Et c'est une limitation très grave de la démocratie, en fait, parce que c'est quand même là où on passe toutes nos journées. Et en plus, il y a plein de travaux de sociologues, notamment ceux de Thomas Coutreau, qui a écrit un excellent livre qui s'appelle « Libérer le travail », que je vous conseille très vivement. Et il montre que les gens qui ont le moins d'autonomie dans leur travail, les gens qui font le plus de tâches où on leur dit exactement ce qu'ils doivent faire, qui peuvent prendre aucune initiative dans leur travail, sont les gens qui vont le plus s'abstenir aux élections ou voter pour l'extrême droite. Parce que quand vous ne pouvez pas exercer la moindre responsabilité comme adulte dans votre travail, eh ben, vous ne vous donnez pas le droit aussi d'exister comme adulte dans la sphère politique. Donc il y a un enjeu démocratique absolument majeur dans le fait de démocratiser les entreprises. C'est une réforme qui ne coûte pas un rond. Par les temps qui courent, c'est assez sympa. Ça fait partie des choses qu'on pourrait mettre sur la table. Mais évidemment, ça ne sera pas fait parce que vous n'imaginez pas notre patronat actuel en France. Partager le pouvoir à les entreprises, pour eux, c'est absolument délirant.
Donc voilà, la sortie de crise des Gilets jaunes, c'est ça, c'est le partage des richesses, et c'est évidemment aussi toutes les réformes démocratiques qui sont proposées. Bon là, je suis à la limite de mon domaine de compétences, mais par exemple, c'est très étonnant aussi qu'on accepte le fait que l'Assemblée nationale soit élue au scrutin majoritaire. Hein, au scrutin majoritaire, il y a des millions de voix qui sont perdues. Et donc vous n'êtes pas représenté, et après on dit « Oh, bah, c'est bizarre, l'Assemblée n'est pas à l'image de la population ». On pourrait très bien élire l'Assemblée nationale à la proportionnelle. Il y a plein de pays où il y a la proportionnelle est en place, et ça marche très bien. Et il y a des chercheurs qui ont montré que lorsque vous étiez gouverné à la proportionnelle, eh ben, vous preniez plus de mesures de gauche. Parce que quand vous êtes élu à la proportionnelle, eh ben, les ouvriers, les gens qui sont moins favorisés dans la société, qui s'auto-excluent du jeu démocratique actuellement, soit en s'abstenant, soit en votant pour des partis qui ne sont pas représentés à l'Assemblée de façon ultra-minoritaire, eh bien là, ils sont beaucoup mieux représentés à l'Assemblée parce qu'ils sont nombreux dans la population. Parce que si la population, vous voyez, si vous aviez une Assemblée élue à la proportionnelle qui soit à l'image de la société, eh bien la moitié de l'Assemblée nationale, ça serait des ouvriers et des employés. La moitié. Alors qu'aujourd'hui, je ne sais même pas si c'est 5%. Donc là aussi, on accepte avec le scrutin majoritaire, de fait, de confier l'Assemblée nationale aux classes favorisées. Et après, on chouine en disant « Oh, bah mince, les classes favorisées ne font rien pour nous. » Bah oui, c'est normal, c'est les classes favorisées. Ça serait beaucoup plus simple si vous voulez avoir des gens qui prennent soin des moins favorisés d'entre nous, d'en avoir directement à l'Assemblée, ce qui permettrait un scrutin proportionnel. Voilà. Donc la difficulté actuellement, c'est qu'on a, ce nouveau système économique qui est très inefficace, puisqu'il engendre énormément de chômage, qui engendre énormément d'inégalités. Il y a une concurrence fiscale qui réduit les possibilités d'agir de l'État. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron n'a pas fait que l'ISF, il a aussi décidé de fortement baisser l'impôt sur les sociétés. Donc en fait, il prive l'État de moyens d'agir, et après on dit on ne peut rien faire, mais oui, évidemment, comme on a privé l'État d'argent, on ne peut rien faire. Donc là, la situation est très compliquée. Et le pire de tout ça, c'est que il faut en plus que tous, collectivement, on fasse un saut intellectuel absolument majeur, qui est de renoncer à l'objectif de croissance. C'est-à-dire que jusqu'à il y a quelques années, il y avait un débat classique entre, si vous voulez, d'un côté les économistes libéraux et d'un autre côté les économistes de gauche, disons keynésiens ou marxistes, qui vous disaient « il faut augmenter les salaires, il faut redistribuer les richesses, parce que, c'est ce que je vous expliquais là, ça va soutenir la demande, donc ça va faire de la croissance, ça va faire de l'emploi ». Or, en fait, j'ai découvert plein de choses en écrivant mon livre, des choses que je croyais savoir, mais je ne savais pas, donc comme quoi, il faut toujours travailler. Et j'ai découvert que la croissance ne créait pas d'emploi. C'est dingue, ça. Je ne sais pas combien il y a d'économistes qui savent ça. Et je suis tombé sur un texte très simple d'un économiste génial qui s'appelle Michel Husson, qui a un site internet où il met tout sur son site internet, Michel Husson. Et alors, il a regardé la croissance française, justement, depuis la Seconde Guerre mondiale. Et il constate, par exemple, que même pendant la période des 30 Glorieuses, ce n'est pas la croissance qui a créé des emplois. Alors que la croissance, on l'a dit tout à l'heure, pendant cette période-là, a été sans précédent. Alors ça, c'est dingue. Et pourquoi ce n'est pas la croissance qui a créé des emplois? Parce que durant cette période, les gains de productivité ont été supérieurs à la croissance. Or, si vous faites des gains d'efficacité, des gains de productivité plus élevés que l'augmentation quantitative de ce que vous produisez, là c'est mathématique, vous réduisez l'emploi. Là, il n'y a aucune façon de s'en sortir. Et donc, Michel Husson montre que durant cette période, j'avoue que je ne me rappelle pas des chiffres, mais la productivité était plus forte en moyenne que la croissance. Alors, il nous dit, pourtant, l'emploi a fortement augmenté. Effectivement, pendant les années 60, il ne dit pas l'inverse. Mais comment ça a été possible? Par la réduction du temps de travail. Parce que là aussi, on l'a déjà oublié, mais si je ne me gourre pas, en 1956, il
il y a la 3e semaine de congé payé. Et en 68-69, il y a la 4e semaine de congé payé. Et donc ce que dit Michel Husson, c'est cette réduction du temps de travail qui a permis l'augmentation de l'emploi. Et je donne justement plein de chiffres dans mon livre et, pour montrer que, en fait, partout, dans tous les pays riches, le temps de travail ne cesse de se réduire. Et que donc, en particulier, les 35 heures françaises ne sont pas du tout une exception. Il faut savoir qu'en France, le temps de travail moyen, c'est 36 heures. Pour les emplois à temps plein, en moyenne, en France, on est à 36 heures par semaine. Et la moyenne dans les pays riches, l'OCDE, c'est 37 heures. Donc c'est pareil. Donc c'est pas vrai qu'on travaille moins en France que dans les autres pays. Sur la semaine de travail, on travaille même plus en France qu'en Allemagne, par exemple. Je crois qu'en Allemagne, c'est 34 heures. Et comment ça s'explique? Parce qu'il y a plus de temps partiel dans les autres pays que chez nous. Or, il vaut beaucoup mieux avoir une réduction générale du temps de travail, avec, donc, par exemple, les 35 heures, même si je sais que ce n'était pas du tout une politique parfaite, qu'une augmentation des temps partiels. Pourquoi? Parce que les temps partiels sont très inégalitaires, parce que les temps partiels, c'est évidemment le privilège des femmes, parce que les femmes aiment bien avoir des boulots durs et gagner moins que les hommes. C'est une espèce de petit plaisir qu'elles se font assez souvent. Et quand vous avez beaucoup de temps partiel, hein, c'est des temps partiels de femmes de ménage, de serveuses, de vendeuses. Donc ça a des conséquences très fortes aussi sur le partage des tâches au sein du couple. Parce qu'évidemment, si l'homme travaille à temps plein, il ne va quand même pas faire la vaisselle, hein, puisque madame est à temps partiel. Donc, le modèle qui s'est développé en fait, dans la plupart des pays, c'est une augmentation très forte du temps partiel, notamment dans les pays libéraux, États-Unis, Angleterre, aussi Allemagne, alors que si vous avez un modèle de réduction généralisée du temps de travail, c'est beaucoup plus égalitaire et c'est créateur d'emplois. Et sur les 35 heures, alors c'est un truc assez marrant d'économiste, il y a une espèce de débat qui est entretenu par les économistes libéraux parce qu'ils ne peuvent pas croire que les 35 heures ont créé des emplois. C'est juste pas possible pour eux. C'est un truc théologique, quoi. Ça remet en cause toutes leurs croyances sur l'origine du monde et tout. Et pourtant, les études sérieuses montrent que les 35 heures ont permis de créer 400 000 emplois en France. Et lorsqu'on a pris en compte ça a coûté de l'argent, mais ça en a aussi rapporté par les emplois créés la baisse des allocations chômage, puisqu'il y a eu moins de chômeurs. Et donc, c'est une des mesures, c'est sans doute une des mesures de lutte contre le chômage les plus efficaces de ces dernières décennies, lorsqu'on rapporte le coût de la mesure au nombre d'emplois créés. Autre statistique très étonnante que nous donne Michel Husson, mais vraiment très étonnante, et là aussi qui devrait faire les gros titres de la presse, c'est que depuis les années 60, la production française, hein, vous savez ce qu'on appelle le PIB, le produit intérieur brut, a été multiplié par 4. D'accord ? Donc il y a 4 fois plus de tubes de dentifrice, de courses en taxi, de machines à laver, etc. En France aujourd'hui que dans les années 60. Et on peut se demander, on peut regarder le nombre d'heures qui sont travaillées en un an dans l'économie française dans les années 60 et aujourd'hui. D'accord ? Ben, ce nombre d'heures travaillées dans l'économie française, il est aujourd'hui plus faible que dans les années 60. C'est-à-dire qu'on travaille tous alors que la population a augmenté. D'accord ? Ce n'est pas par individu, c'est le nombre total. Hein, la population a fortement augmenté. La consommation a fortement augmenté. Il y a beaucoup plus de voitures, de tout ce que vous voulez, etc. Ce que nous explique Michel Husson, c'est qu'il faut passer moins de temps au travail aujourd'hui que dans les années 60 pour produire 4 fois plus. C'est vertigineux. Hein, c'est comme si vous, je ne sais pas, voilà, vous passez moins de temps à faire votre ménage aujourd'hui que dans les années 60, mais dans une maison 4 fois plus grande. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Donc, ce que ça nous montre, c'est qu'il y a cet objet comme assez simple à comprendre, mais dont on ne parle jamais dans les débats économiques, qui s'appelle les gains de productivité.
et dont il faudrait sérieusement débattre, parce qu'encore une fois, ils peuvent être super, les gains de productivité, quand on remplace des tâches pénibles et fatigantes par des machines et que ça soulage des gens, etc. Et ils peuvent être atroces, les gains de productivité, quand on soumet les gens à des cadences infernales, comme dans les centres d'appel, etc. Mais en tout cas, les gains de productivité sont au cœur de la dynamique économique, et on n'en parle jamais. Mais ce que ça veut dire, si le constat de Michel Husson est juste, et je ne vois pas pourquoi il ne le serait pas, et honnêtement, moi, ce n'était pas mon analyse de départ sur le chômage, c'est si ce qu'il nous dit est juste, ça veut nous dire que la seule politique de lutte contre le chômage, c'est une politique de partage du travail. Parce que si on a besoin de toujours moins de monde pour produire toujours plus, et que d'un autre côté, la population, elle augmente, la seule solution, c'est que chacun travaille moins. Selon des modalités à définir. Ça peut être des congés sabbatiques pendant sa carrière, ça peut être 4 jours par semaine, ça peut être plein de trucs. Il y a un livre que j'ai trouvé très très intéressant sur le sujet, qui est écrit par Dominique Méda et Pierre Laroutourou, qui s'appelle « Einstein avait raison », parce que Einstein avait prédit qu'on travaillerait que 3 jours par semaine ou je ne sais pas quoi. Et il montre, c'est très intéressant, que certaines entreprises, parce que vous savez que nous les économistes, on a cette obsession de la flexibilité, on aime bien que les gens soient flexibles, certaines entreprises sont devenues plus flexibles en passant à 4 jours par semaine. Par exemple, elles ont augmenté leurs heures d'ouverture aux clients, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'en passant à 4 jours, elles ont dû embaucher, et donc l'effectif de l'entreprise a augmenté, et donc il y a plus de personnes sur qui se répartir les charges horaires. Donc en fait, il ne faut pas penser que forcément réduire le temps de travail, c'est être plus rigide. Ça peut être le cas dans certaines situations, et c'est évidemment une politique qui doit être menée au cas par cas. Mais en tout cas, moi, ce que je vous soumets comme réflexion, que je trouve franchement étonnante, c'est que pour moi, la seule solution au chômage, c'est la réduction du temps de travail, le partage du temps de travail. Je ne vois absolument pas comment on peut faire autrement. Et alors, le bon côté de ça, si on le faisait intelligemment, c'est que ça permettrait une vraie transition écologique, parce qu'il y a plein d'études qui ont été menées, notamment il y a une économiste américaine dont le bouquin a été traduit en français et en libre accès, mais dont là le titre m'échappe, mais qui s'appelle Juliette Schor, ça s'écrit S-C-H-O-R, Juliette Schor. Et elle est sociologue et économiste, et ce qu'elle montre, c'est que lorsque vous travaillez moins, vous polluez moins. Et qu'à l'inverse, lorsque vous travaillez beaucoup, vous polluez beaucoup. Parce que quand vous faites de très longues semaines de travail, vous n'avez pas le temps de réparer, vous n'avez pas le temps de faire vous-même, vous commandez des plats préparés, vous passez beaucoup de temps dans les transports et donc ça consomme de l'énergie. Alors que lorsque vous travaillez moins, vous pouvez bricoler, vous pouvez jardiner, vous pouvez coudre, enfin, vous pouvez faire plein de trucs qui sont bien meilleurs d'un point de vue écologique.